Il y a une époque, qui commence à être lointaine maintenant, où les blockbusters américains avaient pour eux une certaine créativité et un vrai savoir-faire. Mettant en place des univers riches et foisonnants, sublimés par des effets numériques travaillés et des effets pratiques du plus bel effet, évoluant dans des décors construits et tangibles grâce à des directions artistiques pensées pour être grandioses, avec des histoires intéressantes, des personnages correctement développés et des réalisateurs qui pouvaient se permettre d'insérer dans tout ça leur vision personnelle. Le premier Men in Black fait partie de cela, mais comme tout ce qui a été populaire au cinéma dans les années 80 et 90, le film, à la base plein de bons sentiments et sans prétention, va devenir une franchise très lucrative qui va connaître son lot de suites, pour le meilleur parfois, mais aussi pour le pire. Une saga en 4 films qui sur plus de 20 ans a su parfaitement illustrer l'évolution du cinéma hollywoodien et son inévitable déclin. Avant d'être un film, Men in Black c'est surtout un comics, publié pour la première fois à travers une mini-série de 3 albums en 1990. Puis en 1994, Malibu Comics rachète la licence et publie une nouvelle mini-série, avant que Marvel ne rachète Malibu Comics et poursuive la publication. Entre-temps, en 1992, les droits d'adaptation pour le cinéma sont rachetés par le couple Parks, qui embauche Ed Solomon pour écrire le script du film, et plus tard Barry Sonnenfeld pour le mettre en scène. Barry Sonnenfeld, c'est un réalisateur un peu loufoque à la Tim Burton, toute proportion gardée bien sûr, mais qui a pour lui d'avoir toujours tenté des choses différentes visuellement. On lui doit La Famille Addams en 1991, Get Shorty en 1995, ou encore Wild Wild West en 1999. Un film complètement fou, qui ne jouit pas de la meilleure des réputations certes, mais que j'évoquerai peut-être un jour sur cette chaîne parce que y a quand même des choses à dire. Le réalisateur arrive donc sur le projet Men in Black et va remanier le scénario en y insérant de bonnes idées. Par exemple, dans le script initial, la majorité de l'intrigue devait se dérouler dans une base souterraine au Kansas, un peu à la mode Zone 51. Mais le réalisateur en décide autrement et déplace le récit dans la ville de New York. Voilà d'ailleurs comment il justifie son choix à l'époque. J'ai le sentiment que si des extraterrestres débarquent un jour sur notre planète, c'est là-bas qu'ils se sentiront le mieux. Ils pourront se fondre dans la population de la ville, au milieu de gens qui ressemblent eux-mêmes à des extraterrestres, qui en sont même probablement. D'ailleurs, pour toucher un large public, l'adaptation est repensée, et l'ambiance du film est beaucoup plus légère que l'ambiance des comics, très sombre à l'époque de sa publication et bien moins tournée sur le fun. Pour les deux rôles principaux, c'est Clint Eastwood en agent K et David Schwimmer en agent J qui sont les premiers choix de la production. Mais les deux refusent. L'un car ça ne l'intéresse pas, et l'autre car il réalise son premier film. L'acteur de Friends prendra d'ailleurs conscience quelques années plus tard que cette franchise aurait pu faire de lui une star de cinéma. C'est finalement Tommy Lee Jones et Will Smith qui acceptent d'endosser les derniers costumes de leur vie. Et c'était pas gagné parce que les deux n'aimaient pas le script initial. Tommy Lee Jones le qualifia même de puant. Sympa l'ambiance. Mais Steven Spielberg, un des producteurs du film, promet un remaniement drastique. Et quand Spielberg vient personnellement te chercher pour un projet, c'est difficile de dire non. Le choix va s'avérer payant puisque le mariage entre le dynamisme du jeune Will Smith et le cynisme du vieux briscard Tommy Lee Jones va faire des merveilles et l'alchimie entre les deux va être parfaite. Le reste du casting prend également forme. Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio, Rip Torn, Danny Elfman à la musique, Rick Baker qui s'occupe de la conception des aliens, bref, que du beau monde pour un film qui s'annonce comme la bonne surprise de l'été 1997. Men in Black. Ils protègent la Terre de la racaille de l'univers. Le MIB est une organisation secrète qui a pour but de réguler l'activité extraterrestre sur Terre. Elle est fondée au premier contact entre humains et aliens qui petit à petit vont chercher refuge sur notre planète. Ce que les Men in Black acceptent, mais à condition de cacher leur existence au reste de l'humanité. L'organisation sert donc de relais, mais permet aussi de protéger la Terre des extraterrestres malveillants. Pour cela, ils sont à la pointe de la technologie alien, avec des gadgets et des armes qui leur permettent de rivaliser avec les monstres les plus énormes. Ils disposent également de neurolasers, un outil qui permet d'effacer la mémoire à court terme des humains ayant été en contact de près ou de loin avec un alien. Grâce à ce dispositif, la mémoire effacée peut être remplacée par des suggestions venant d'un agent du MIB, ce qui bien sûr est prétexte à pas mal de gags durant les films de la saga. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excellente question, et vous y trouverez la réponse en regardant ici. Dans le premier film, James est un officier de police, qui va se faire repérer et recruter par le MIB via l'intermédiaire de K, un agent expérimenté qui va prendre J sous son aile. Les deux vont devoir débarrasser la Terre de la vermine extra cafardeuse qui veut détruire notre planète. Cafard à l'entrée. Et bouilli à la sortie. Men in Black est un film visqueux, extrêmement visqueux, mais genre giga visqueux. Et on n'en fait plus des comme ça. Du cinéma populaire qui va piocher dans un bestiaire aussi énorme, qui évolue dans une atmosphère aussi étrange. Un blockbuster bien gluant où tout est là,
à l'écran. Et qui nous fait y croire du coup? Oui, le film a aussi des effets numériques signés ILM, qui ont forcément vieilli bien sûr, mais qui se conjuguent à merveille aux différents animatroniques et autres maquillages fabuleux. Et ça fait vieux con de dire ça, mais ça manque terriblement. C'est ce qui me fait tolérer Star Wars 7 par exemple. Et c'est d'ailleurs pour ça que le film va extrêmement bien vieillir. Tout ce très beau travail on le doit à Rick Baker, une légende du maquillage et de la prothèse à Hollywood, qui compte 7 Oscars à son actif, dont un pour ce film, et qui a travaillé avec John Landis sur le clip Thriller de Michael Jackson et le Loup-garou de Londres, avec Tim Burton sur Ed Wood, mais aussi sur La planète des singes, et même sur X-Men 3, qui n'est pas le meilleur film de la franchise, oui. Mais enfin, regardez-moi ça si c'est pas incroyablement beau. Il offre de la crédibilité à l'univers Men in Black grâce à une tripotée d'aliens, tous plus loufoques les uns que les autres. Mais là où il se surpasse, c'est avec Edgar, le fermier qui va se faire voler sa peau par un énorme insecte extraterrestre qui va s'en servir comme déguisement. Une peau qui va finir par pourrir au fur et à mesure que le film avance. Et pour moi, c'est encore aujourd'hui un des maquillages les plus incroyables du cinéma hollywoodien. Bien sûr, sous le maquillage, il y a un superbe comédien en la personne de Vincent D'Onofrio qui se donne à fond et offre une prestation démente. Sans aucune retenue, certes, mais tant mieux, puisque c'est cette gestuelle unique qui offre toute sa singularité au personnage et qui le rend flippant par la même occasion. C'est mieux comme ça. Il y a un côté très burlesque qui se dégage de ce premier Men in Black. Un humour dans la veine du cinéma muet, avec des comédiens très dynamiques dans leur façon de se mouvoir. Très expressif aussi. La scène du test avec Will Smith par exemple, on est vraiment sur du comique non verbal, où tout passe à travers la situation et l'environnement, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Un autre point fort du film, inhérent à son époque, c'est sa durée. 90 minutes, c'est parfait pour du cinéma de ce genre, et aujourd'hui on n'est plus capable de faire ça. Tous les blockbusters durent 2h20, et la plupart ne sont même pas capables d'utiliser ce temps à bon escient, puisque ça finit forcément par être ennuyeux. La faute très souvent à un manque d'ambition artistique et au développement des personnages. Ici, de l'ambition, il y en a. Et les personnages sont correctement développés, à travers des scènes courtes, mais efficaces, qui nous permettent rapidement de comprendre leur motivation. Je pense qu'on est sur le meilleur des meilleurs des meilleurs pour ce qui est du divertissement grand public. Et ça va pas faire un pli puisque le film est un énorme succès surprise avec plus de 600 millions de dollars dans le monde. À partir de ce carton, Men in Black devient une marque à part entière, avec une chanson interprétée par Will Smith qui va tout balayer, devenant disque de diamant en France notamment, sans oublier la ribambelle de produits dérivés, de partenariats avec des fast-foods, de jeux vidéo, et même une série animée qui comptabilise tout de même 4 saisons. Bref, une réussite si énorme sur le plan critique et financier qu'une suite était inévitable. Une suite dans la même veine, mais qui ne fera pas l'unanimité. 5 ans sont passés après les événements du premier film. J continue ses activités au sein des Men in Black, mais ressent une certaine solitude qui va l'empêcher de neuraliser un témoin qui a vu son patron se faire tuer par Serlina, une alien qui prend l'apparence d'une des comédiennes de Twin Peaks. Elle est à la recherche de la lumière de Zarta, et elle ne doit pas mettre la main dessus sous peine d'avoir le pouvoir de détruire la Terre. Problème, seul un agent sait où se trouve la lumière. K. Kevin. Oh, Kevin, c'est marrant parce que t'as pas une de Kevin. Le souci, c'est qu'il a été neuralisé 5 ans plus tôt et qu'il coule des jours heureux dans un bureau de poste de banlieue. J décide donc de le ramener et tente de lui faire retrouver la mémoire. La survie de l'humanité en dépend. Le tournage du film a commencé en juin 2001 et le climax devait se dérouler au World Trade Center. Mais après le 11 septembre, toute la fin est repensée et délocalisée vers la Statue de la Liberté. Et toutes les autres scènes qui montraient les tours jumelles ont été soit supprimées, soit modifiées. Men in Black 2 sort tout de même à l'été 2002 et les retours sont plus ou moins tièdes. On reproche au film son manque d'originalité, puisqu'il reprend la même trame que le premier opus, avec un agent expérimenté qui va en former un autre afin de sauver la Terre d'un gros monstre visqueux qui veut s'emparer d'un artefact stellaire ultra puissant. Nos héros vont croiser en chemin plein d'aliens, faire équipe avec une femme et finir par dézinguer le méchant à gros coups de flingue. Effectivement, ils sont pas allés chercher très loin, et certaines choses auraient pu être mieux développées. Mais il y a quand même des choses qui méritent le détour, ne serait-ce que le développement des deux personnages principaux. J tout d'abord, qui souffre de la solitude due à son métier, le film le met en avant durant les 10 premières minutes, jusqu'à ce que le love interest apparaisse et que tout devienne assez cliché, c'est vrai, mais quand même. Terminer cette brève histoire d'amour comme le film ose le faire durant son climax, ça offre une fin douce amère pour le personnage et c'est original pour ce genre de production. Bon, même s'il a l'air de s'en foutre 5 minutes après, mais quand même. Un jour, je te formerai. Ah, j'en veux une comme ça. Pour ce qui est de K, beaucoup ont trouvé à l'époque que c'était paresseux de reprendre le rite initiatique du premier film et de juste inverser les rôles. Mais perso, je trouve ça assez drôle de voir Tommy Lee Jones dans la peau de ce mec qui sait pas trop ce qu'il fait là, qui commande tout ce qu'il voit avec cette nonchalance. Ça offre au jeu de l'acteur une certaine subtilité et un côté décalé que le film assume à merveille. C'est très aimable à vous. Y a pas de quoi.
Bon, après j'avoue que je suis pas très objectif, parce que c'est avec ce film que j'ai découvert l'univers de Men in Black. Comme j'ai découvert Die Hard avec le 3e opus, Jurassic Park avec le 3e opus, SOS Phantom avec le 2nd opus, et Rocky avec le 3e opus. Non, et j'ai un souci avec l'ordre des sagas. Mais du coup, la musique géniale de Danny Elfman, le travail titanesque de Rick Baker, tout ça je l'ai découvert avec ce film. Il y a même Michael Jackson en agent du MIB. Z, les Glulocs sont partis, ils ont signé le traité. Au travail! Je le trouve encore plus loufoque que le premier. La double tête de Johnny Knoxville, l'introduction de Serlina qui bouffe son agresseur avec ce bide là, le testigle, la cuvette des toilettes géantes qui te fait atterrir sur Times Square, Z qui se la joue Matrix, Frank qui fait des blagues de cul comme ton oncle Boff à Noël, le casier de la gare avec cette race extraterrestre qui se fait des soirées porno. Qui es-tu, étranger? J. Gloire à J! Gloire à J! Oh, J, c'est ici! Oh, bienveillant J, gardien de... Non, désolé, moi j'adore ce film. Je trouve que c'est plein d'idées et surtout c'est très drôle. D'ailleurs, pour revenir sur la scène du casier, dans la fin alternative, J monte dans un vaisseau spatial pensant rejoindre sa petite amie sur sa planète, avant de finalement atterrir dans ce fameux casier avec les aliens pervers. Ça a été jugé too much et finalement on a eu le droit à cette fin où la Terre n'est qu'un casier dans une gare extraterrestre, ce qui met en avant cette mise en abîme plutôt géniale qui reprend le principe de la fin du premier film, avec ce travelling arrière qui nous montre que l'univers n'est qu'une bille avec laquelle les aliens jouent. Bref, tout ça pour dire que Men in Black 2 mérite d'être réhabilité. Bien que malgré les retours mitigés à l'époque, le film est un succès avec 450 millions de dollars de recettes dans le monde. Pourtant, il faut attendre 11 ans pour qu'une suite voie le jour. Une suite que les studios, Will Smith et le réalisateur vont polir, afin de ne pas simplement revenir pour des raisons mercantiles. Le 3 va donc totalement renouveler son intrigue, et va s'immiscer dans ce concept casse-gueule qu'est le voyage dans le temps. Dans ce nouvel opus, sorti en 2013, un pas très beau méchant alien s'évade d'une prison lunaire afin de se venger de celui qu'il y a enfermé, l'agent K. Il décide de retourner dans le temps afin de tuer K et de l'empêcher de lui couper le bras et de l'arrêter. Il réussit son plan et K disparaît de la timeline du présent. Tout le monde pense désormais qu'il est mort depuis 40 ans, sauf J qui décide donc à son tour de remonter le temps en 1969 afin de sauver son confrère. Alors oui, en termes d'histoire, on est sur quelque chose de beaucoup plus fourni. Et il y a des trucs vraiment cool dans ce film. Déjà, la mise en scène est toujours aussi intéressante et très dynamique. Barry Sonnenfeld revient pour ce 3e opus et continue d'y insérer sa patte. Comme tous ces plans aériens très cool qu'il utilise souvent, ou encore ces gros plans à peine difformes qui viennent accentuer un gag. Je trouve que son travail a du charme et surtout devient désormais indissociable de cet univers. Les personnages aussi sont top. L'agent O, interprété par Emma Thompson, qui vient remplacer Z au pied levé. Le jeune agent K, interprété par Josh Brolin, qui fait un travail remarquable puisqu'on croit dur comme fer qu'il s'agit du même personnage 40 ans plus tôt. J'ai un bouton sur le nez, Zorro? L'acteur imite la voix, les expressions et les gestes de Tommy Lee Jones, mais le fait avec une telle subtilité qu'il réussit à incarner une autre facette du personnage sans qu'on se dise qu'il en fait trop. Griffin aussi est un personnage intéressant, et je sais pas pourquoi mais il m'a toujours fait penser à Robin Williams, qui aurait été parfait dans cet univers d'ailleurs. Puis comment ne pas évoquer Boris l'animal, qui lui a tendance à en faire un peu trop parfois. Mais qui arbore un design incroyablement effrayant de réalisme. Quand la bestiole entre dans sa main là, c'est toujours aussi dégueulassement génial. Encore un travail fabuleux de Rick Baker, qui n'a décidément pas volé sa réputation et qui s'en donne à cœur joie encore ici. Surtout avec cette contrainte de faire évoluer les aliens à la fin des années 60, et qui lui permet d'amener une vision neuve à l'univers en allant piocher dans du vieux, notamment les feuilletons SF de cette période. La dynamique du film est assez sympathique, on sent qu'il y a du travail. Will Smith porte clairement le film sur ses épaules. Forcément, vous me direz, avec un Tommy Lee Jones de plus en plus blasé et qui ne donne rien, il faut bien que la star de la saga Bad Boys se donne 2 fois plus. Maintenant, ce Men in Black 3 est loin d'être parfait. Si on passe outre les méga incohérences liées au voyage dans le temps, comme tous les films qui utilisent ce procédé finalement, on peut noter un faux rythme au milieu du récit, ce qui est quand même dommage pour un film de 90 minutes. Et certains effets numériques ont pas très bien vieilli. Mais ça on le doit malheureusement à une époque où tous les films se devaient d'introduire des scènes en 3D afin de justifier le port de lunettes dégueulassement encombrantes, et du coup on se retrouve avec des scènes de ce genre, plutôt cool sur le papier, mais pas super joli et qui nous sort un peu du film je trouve. Le principe des lunettes 3D au cinéma c'est un truc moi qui m'exaspère. En dehors du fait évidemment que ça coûte beaucoup plus cher qu'une place lambda. En vrai rien ne vaut la 3D sans lunettes. Et ça tombe bien puisque je vais vous présenter un moniteur hors du commun qui propose de la 3D stéréo sans lunettes absolument bluffante. Le voici, le voilà, c'est très lourd, le Predator Spatial Labs de chez Acer. Et oui, mon accent anglais est fabuleux. Je vais le reposer quand même parce que je vais faire une dinguerie sinon. Un écran de 27 pouces en Ultra HD avec un taux de rafraîchissement de 160
60 Hz, qui offre une qualité d'image de dingue et qui du coup propose une 3D ultra immersive. Personnellement, j'ai testé l'écran pendant plusieurs jours et je me suis éclaté. Il faut savoir que moi personnellement, je ne vois pas la 3D au cinéma parce que j'ai un œil qui ne fonctionne pas très bien, voire pas du tout, et le principe des lunettes ça marche pas sur moi, d'où mon petit coup de gueule il y a une minute. Donc évidemment, pouvoir découvrir le principe de la 3D, c'était ahurissant. J'étais comme un gosse de pouvoir jouer dans des conditions aussi géniales. Je suis dégoûté parce que je peux pas vous retranscrire à l'écran la vraie qualité de la 3D, mais je vous assure qu'elle est plus que présente et qu'en termes de technologie c'est un truc de fou. En plus de ça, vous pouvez aussi convertir des vidéos 2D en 3D et gérer la profondeur en fonction de vos envies. Le son est également un gros point fort du moniteur puisqu'avec Acer Immerse Audio, les deux haut-parleurs de 2,5 watts vont créer une dynamique sonore immersive qui s'adapte en fonction de vos mouvements. En dehors de ça, l'écran est d'un vrai confort visuel et avec un style rétro absolument magnifique je trouve. Alors oui, c'est un vrai investissement, mais si vous avez le matos et que vous aimez jouer sur PC ou encore voir des films dans de bonnes conditions, je vous conseille de foncer parce que c'est une vraie machine de qualité. Ça vient de sortir là, tout récemment. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien disponible en description. Et quant à nous, revenons à nos aliens, et pour revenir sur Men in Black 3, je trouve qu'il manque quelque chose. Je trouve ça moins complet que les deux précédents opus. Dans son univers, dans son bestiaire parfois, ça manque d'une petite touche de folie je trouve. En vrai, le New York moderne et propre ne colle pas à cet univers gluant et poisseux. Il y a une différence notable dans la direction artistique entre les deux premiers films et celui-ci, et ça me dérange un peu. Puis le fait de dénaturer la rencontre hasardeuse des deux protagonistes avec cette fin mielleuse, c'est un peu too much. Ça peut se justifier par le fait que le film ait connu une production assez chaotique. La fin n'avait toujours pas été définie clairement au début du tournage, qui va d'ailleurs se mettre en pause très longtemps afin de repenser toutes les séquences rétro. Sans parler de Tommy Lee Jones capricieux qui n'a clairement pas envie d'être là, et la guerre d'ego entre Will Smith et le réalisateur. Maintenant, ça reste une suite plus que convenable, qui se regarde sans déplaisir. Puis c'est toujours drôle. Le fait de nous faire croire qu'Andy Warhol est juste un escroc qui cache un agent du MIB en infiltration, c'est quand même bien trouvé. Et les instructions de J après avoir neuralisé la population sont toutes très bien écrites. Ok, vous savez quand vous êtes en avion et que l'hôtesse de l'air vous demande d'éteindre votre portable. Et là vous vous dites j'éteindrai pas mon portable, ouais ça fera que dalle à ce foutu avion, bien sûr. Regardez le résultat. Je pense que 2 films auraient suffi, mais 3 c'est quand même bien. Comme l'a dit Will Smith à l'époque, une trilogie c'est parfait pour clore un univers cinématographique. Le truc c'est que ce 3e film est le plus gros succès de la trilogie avec plus de 630 millions de dollars de recettes dans le monde. Et forcément, Men in Black n'allait pas se reposer pour l'éternité. On peut dire que c'est à partir de ce constat que les vrais soucis ont commencé. Le projet d'un 4e film est sur la table de Sony depuis 2015. L'idée de base voulait que cet univers fusionne avec celui de 21 Jump Street afin de créer un crossover entre les deux licences. Le projet est vite annulé, sans doute pour éviter la case on mélange les univers pour en faire un film de merde, comme ceux qui s'y sont essayés bien avant. Mais le projet d'un 4e film reste d'actualité, avec l'idée de repartir d'une page blanche, car Will Smith ne voulait plus s'impliquer dans cette saga et que Tommy Lee Jones l'avait déjà quitté mentalement durant le 3e opus. En 2019, les stars de cinéma sortent principalement de chez Marvel Studios. C'est elles qui font vendre, et c'est donc naturellement dans cette marmite de pognon que Sony va chercher Chris Hemsworth et Tessa Thompson, anciennement Thor et Valkyrie, afin de former le nouveau duo choc de l'agence extraterrestre. Le film va se concentrer sur Molly, qui consacre sa vie à la recherche de l'agence des MIB, après avoir été témoin de leur intervention durant son enfance, et d'avoir sauvé un tout choupi mignon extraterrestre, et on va y revenir sur les tout choupis mignons extraterrestres. Elle finit par trouver l'agence, l'intégrer, et tente de sauver le monde à travers différents pays avec son coéquipier, l'agent H. Nous sommes les Men in Black. Les Men et Women in Black. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet et de tirer à coups de bazooka sur l'ambulance, je vais quand même énumérer les quelques points positifs du film. Déjà, le fait de délocaliser l'action un peu partout dans le monde, c'est plutôt cool. Ça permet d'ouvrir d'autres horizons en matière d'aliens via les différentes cultures. Genre par exemple, la barbe alien, c'est sans doute le truc le plus cool du film. Puis il y a plein de petites trouvailles assez sympathiques. La voiture arme de l'agent H, où tous les flingues sont habilement dissimulés. Les scènes d'action sont pas déplaisantes. La scène avec la moto au Maroc est plutôt sympathique. Puis la musique de Danny Elfman est réutilisée et ça fait une vraie différence. Et en vrai, Tessa Thompson porte très bien le film. Mais c'est là aussi que les problèmes commencent à arriver, puisqu'elle est le seul personnage un tant soit peu attachant du film, et ce au détriment de l'agent H, interprété par Chris Hemsworth, qui est décrit comme le gros débile de service, pas capable de connecter 2 neurones, et du coup c'est un peu dur de s'y attacher. Le scénario va complètement le faire passer à la trappe. Il n'est pas courageux, il n'a pas d'instinct, on ne comprend pas ses motivations, et puis ce genre de scène aussi, qui sort sur la popularité d'une autre saga et qui casse complètement la dynamique du film. On dirait bien que la chance a tourné. Des moments comme ça, on va en avoir plein. Vas-y que je trouve du bois dans le désert pour faire du feu, que j'installe un setup sans fournir de payoff, ce qui alourdit le film déjà trop long, que j'utilise un eurolaser sur des civils qui n'ont encore rien vu.
Tout va s'éclaircir si vous regardez bien ceci. Parce que du coup, oui, le film se positionne comme une suite du 3, mettant en scène l'agent O, montrant que l'agent J et K ont bien existé, mais à aucun moment la cohérence de l'univers n'est respectée. Par exemple, là on nous fait croire que l'organisation a été créée à la fin du 19e siècle, alors qu'elle a logiquement été créée après la Seconde Guerre dans le premier film. Le bestiaire, lui, a complètement perdu de sa superbe. Fini les monstruosités gluantes et terrifiantes faites à la main. Place aux petites bestioles mignonnes en CGI qui vont servir à vendre des peluches. Fini les antagonistes charismatiques. Ici on sait même pas qui est l'antagoniste. Les jumeaux maléfiques, la dame à la perruque bizarre, le chef des Men in Black, ou cette espèce de truc là. Le film a cet incroyable don d'offrir un scénario aussi simpliste qu'incompréhensible, aussi prévisible qu'inintéressant. Oui, Tessa Thompson fait le job, mais ses motivations sont hachées. Elle passe sa vie à tenter de retrouver une organisation secrète et atteint son objectif ultime au bout de 15 minutes de film. Après ça, c'est compliqué de s'investir pleinement dans le personnage puisque ça n'est que du remplissage. En plus de ça, la mise en scène de F. Gary Gray n'offre rien de spécial. La direction artistique du film est insipide, bourrée de fond vert. Enfin, allez tourner à Paris, nom de Dieu. C'est quoi ce truc? On n'est pas dans Ratatouille, merde. On a affaire à un mauvais blockbuster comme on en bouffe depuis de trop nombreuses années maintenant. Quelque chose d'ultra générique, au total opposé de la bizarrerie génialement loufoque qu'était le premier film. Mais toute cette médiocrité n'est pas due au hasard puisque vous vous doutez bien que la production a été complètement désastreuse. Une première version du scénario, plus sérieux et plus engagé, avec des thèmes forts, qui avait attiré les deux têtes d'affiche, est mise à la poubelle par le producteur historique de la saga, qui va réécrire tout ça à la truelle, à tel point que Tessa Thompson et Chris Hemsworth engagent leurs propres dialoguistes afin de s'y retrouver. Le réalisateur, lui, se fait complètement bouffer par le producteur, menaçant à plusieurs reprises de quitter le tournage, avant que Sony ne le rattrape à chaque fois in extremis. On a donc un film qui n'a pas été validé par son principal leader, à savoir F. Gary Gray, et qui fatalement est un échec à tous les niveaux. Que ce soit critique comme commercial, avec une recette mondiale estimée à 250 millions de dollars. En plus de ça, la communication est malhonnête et met en avant des personnages iconiques de la saga que l'on n'aperçoit que quelques secondes dans le film. Bref, y a rien qui va. Et encore une fois, un univers prometteur est gâché par l'appât du gain. Mais surtout par le manque cruel de vision artistique dont souffre Hollywood depuis plusieurs années maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne risque pas d'entendre à nouveau parler des Men in Black. Et force est de constater que ça n'est pas plus mal. En tout cas, moi je vous invite à commenter et à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie encore pour votre fidélité, je remercie Acer et je vous donne rendez-vous en description si le moniteur vous intéresse. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Réservoir Vlog. Alors à la base je devais vous neuraliser à la fin en vous disant attention, le 4ème film n'a jamais existé, mais quand j'ai vu la gueule de l'accessoire que j'ai créé, ça ressemble plus à un truc tendancieux qu'à un neurolaser. What the fuck? Bref, je vous embête pas plus longtemps. Action. Oh, please. Stop saying action so funny. Be serious, you know? Okay, here we go. All right. Okay. Very serious. Let's go.